400e numéro du journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour Claire. On fêtera ça au 401e, je crois. Oui, parce que nous sommes ici un peu dans un décor un peu convenu, mais pour faire une fête un petit peu plus amicale pour le 401e anniversaire, qui sera la prochaine série, la prochaine centaine en quelque sorte de ça. Eh bien, nous ferons ça sans doute soit chez moi, soit à Montretout, avec un certain nombre d'amis qui ont participé aux émissions précédentes. Très bien, 23 députés européens frontistes, tous assis ensemble pour cette session. Jean-Marie Le Pen, ça fait quand même du bien? Écoutez, c'est une oasis dans un grand désert, enfin, ou en tous les cas l'œil du cyclone, parce que nous sommes en effet dans une tempête politique qu'il ne faut pas nier et qui est importante. Mais vous savez, moi je suis un marin breton, alors j'ai l'habitude des tempêtes, je sais qu'elles sont passagères, elles peuvent être très violentes. Alors ici, Jean-Marie Le Pen au Parlement européen, le Parlement européen discute notamment du traitement des passeurs de migrants et revoit ses positions militaires, notamment les attaques militaires qu'il souhaitait faire face aux passeurs. Oui, je dois dire que la solution proposée pour résoudre le problème de l'immigration déferlante qui vient d'Afrique et d'Asie, à travers la Méditerranée notamment, a quelque chose de mirobolant. Que les nations modernes en soient à prévoir de détruire les bateaux libyens sur la côte par des actions militaires, alors qu'ils ont été incapables de prévoir les conséquences de la révolution démographique qui en 100 ans portait la population mondiale de 1 à 7 milliards d'habitants et qui nous réserve pour les jours, pour les semaines, les mois et les années qui viennent des perspectives absolument terrifiantes, on peut le dire, de submersion de l'Europe, considérée par eux comme une espèce de bateau de sauvetage, alors que nous sommes déjà nous-mêmes le radeau de la Méduse. Nous avons de l'eau jusqu'aux aisselles déjà. Par conséquent, s'il arrive des dizaines, des centaines ou des millions d'immigrants supplémentaires, eh bien l'Europe sombrera sous le poids de cette immigration. Alors une question, Claire. Que fait-on de ces migrants justement qui ont embarqué sur ces rafios? Que fait-on? Il faut d'abord les dissuader de venir. Parce que l'Europe, pour eux, est une espèce d'Eldorado. Il faut que nous ayons le courage dans nos États, ayant recouvré leur autonomie, et je dirais même leur souveraineté. C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un pays à un autre librement. Il faut que nous ayons des frontières. Il faut que nous ayons une politique d'une fermeté égale à celle du gouvernement autrichien qui dit « Si vous venez ici, vous n'aurez aucun droit, sachez-le, vous n'aurez pas de droit aux hôpitaux, ni aux écoles pour vos enfants, ni aux soins, rien. » En Australie, chez les Australiens. Les Australiens oui, ont de façon extrêmement nette signifié que les gens qui viendraient sans leur consentement sur leur territoire seraient renvoyés dans des îles qu'ils ont louées d'ailleurs, dans des camps, mais ne seraient jamais acceptés sur le territoire australien. Et donc nous devons faire la même chose, sous peine de nous voir submergés. Il faut que les gens sachent que l'Europe n'est plus une destination de sauvegarde pour eux, au contraire, qu'ils risquent d'être entraînés dans son désastre général. Et ça, il faut avoir le courage de le faire au lieu de faire des propositions ridicules comme celle qui consisterait à couler les bateaux de pêche des malheureux, les pêcheurs libyens, sous le prétexte que certains bateaux servent à traverser la Méditerranée. Il faudrait d'abord que les Italiennes commencent par ne pas les ramener à Lampedusa. N'est-ce pas? Ce serait déjà une première chose. Enfin bref, c'est une véritable politique à l'échelon d'un cataclysme qu'il faut élaborer. Et je crois que nos pays en sont tout à fait incapables. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la qualité des débats ici au Parlement européen sur ce sujet. Et la responsabilité de la France dans la crise, notamment libyenne, a des effets de répercussion avec, je crois, Claire, l'avenir des chrétiens d'Orient. Oui, on a appris mercredi que l'État islamique a encore attaqué la ville de Palmyre, dans le désert syrien. Oui, je crois que, si vous voulez, c'est un signe qu'il s'agit bien d'un choc de civilisation. Certains le nient et prétendent seulement réduire ça à des problèmes sociaux et démographiques. En fait, on voit bien dans la destruction des lieux, des grands lieux culturels qui ne sont pas toujours occidentaux, ils sont orientaux en l'occurrence, mais de tous les signes qui sont des signes de civilisation, eh bien les Daesh, l'armée musulmane
d'assaut, en quelque sorte, veut tout détruire, et on envisage même qu'elle puisse détruire Palmyre, qui est une ville symbolique, en quelque sorte, de la civilisation orientale. Eh bien, elle ne trouverait pas grâce aux yeux de ses combattants et serait lancée comme un espèce de défi à l'ensemble du monde, et de réduction à zéro, en quelque sorte, au sol, ne laissant que Dieu et son prophète. Et ne pensez-vous pas que la France devrait revoir sa politique à l'égard de la Syrie, notamment au regard de ce que vivent les chrétiens dans ce pays? En politique, à ce stade-là, il faut faire des choix. Nous sommes le derrière entre deux chaises, ne sachant qui nous soutenons les démocrates syriens, nous voulons combattre Assad et en même temps combattre les islamistes. C'est ridicule. Il faut s'allier avec ceux qui combattent les islamistes parce que ce sont eux qui représentent le danger principal. Mais il est vrai que nous avons pris, et le gouvernement de M. Sarkozy en Libye, des responsabilités écrasantes en chassant Kadhafi, qui était un dictateur, mais qui était, je dois dire, en réalité plus utile à son pays quand il était vivant qu'aujourd'hui, où c'est le chaos, l'anarchie généralisée et l'ouverture justement à tous ces migrants d'Afrique subsaharienne qui viennent et qui utilisent le territoire libyen comme tremplin vers l'Europe. Est-ce que la crise civilisationnelle touche aussi la France, notamment par la dernière réforme des collèges? On en parle beaucoup aujourd'hui, on critique beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que Jean-Marie Le Pen, sur cette question-là aussi, vous critiquez farouchement? Il faudrait une émission entière, parce que le sujet est tellement important. Il s'agit de celui de l'acquisition des connaissances par les jeunes générations, et donc de leur transmission par des maîtres convenablement formés pour le faire, et dans une atmosphère de recueillement, de silence et de discipline qui permet de la concentration des élèves pour acquérir justement ces connaissances. Or, rien de tout ça, aucune de ces conditions n'est aujourd'hui réunie. C'est un véritable chaos et quelle que soit la réforme, elle n'aboutira pas, malheureusement. Jean-Marie Le Pen, vous avez des lectures à nous présenter. Ah mon Dieu, oui, j'en ai beaucoup. Et j'en avais une que j'ai réservée pour une fois suivante parce qu'elle est un peu plus ludique. Il s'agit d'un gros roman policier danois, parce qu'il n'y a pas que les Anglais et les Français et les Américains qui écrivent des romans policiers. Il y a aussi les Scandinaves qui écrivent des romans et les Allemands des romans policiers d'une qualité intéressante. Donc j'en parlerai la prochaine fois. Mais là, aujourd'hui, j'ai réservé un pamphlet politique d'Ariane Chemin et Vanessa Schneider, dont la cible est bien connue, c'est M. Buisson. C'est le conseiller du président Sarkozy, conseiller très, très suivi, et qui l'a poussé, je crois, à venir un peu sur les brisées du Front National et de la droite nationale, ce qui a fait son premier succès, n'est-ce pas? Et n'a pas empêché son échec tout de même. Ça s'appelle Le Mauvais Génie. C'est un livre qui est passionnant à lire, même si on ne partage pas absolument toutes ces affirmations. Le nom des Républicains, par exemple, l'UMP qui change le nom, son nom en Les Républicains? Je crois que c'est la 7e fois qu'ils changent de nom. Bon. C'est qu'ils ne doivent pas être très fiers de ceux qu'ils avaient avant. Mais ça, c'est toujours la même camelote, derrière des emballages différents. Il ne faut pas se tromper. Bon, les gens ne s'y tromperont pas d'ailleurs. J'ai un petit pincement à l'âme au moment de vous présenter ces deux livres, qui sont l'un, L'espion au pied nickelé, n'est-ce pas, et l'autre, qui est précédent d'ailleurs, L'agent secret de Churchill. Ce sont des livres de Bob Maloubier. Bob Maloubier vient de mourir. Et j'ai été lui rendre visite 8 jours avant sa mort. Et il avait souhaité que je lui donne des extraits de mes mémoires. Et il termine, je crois d'ailleurs, il me semble, un de ses dédicaces par ces mots qui sont pour moi très émouvants. Il dit pour moi, les jours filent comme l'éclair. Réponds-moi et apporte-moi ton ouvrage. Merci. Il voulait regarder ce que j'avais fait. Et il avait un cancer du pancréas. Et 8 jours après, il était mort. Bob Maloubier, c'est OSS, c'est 007. C'est un aventurier extraordinaire. C'est le créateur des nageurs de combat.
un véritable héros, mais vivant héroïquement, d'une façon très naturelle. C'est une véritable aventure. C'est un Bob Maloubier et quelques autres comme lui, comme Jean-Claude, tous les gens qui l'ont entouré. Jean-Claude Brouillet qui a fait l'avion du Blanc, vous savez, des défricheurs de l'Afrique, etc. Ces Français, qui font vivre la France à très peu nombreux, et qui sont notre honneur en quelque sorte. Et l'enterrement de Bob Maloubier aux Invalides, il y avait, on peut dire, toute la piscine, quoi. Il y avait 1200 personnes qui étaient là, de quoi réjouir les photographes des services secrets alliés ou ennemis. Oui. Parce que tous les amis de Bob étaient là. Bob, c'était un morceau de notre cœur qui est parti. Hélas, c'est beaucoup le cas. Quand on a un certain âge, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont allés. Jean-Marie Le Pen, à très bientôt. À bientôt.